un jour, j'ai demandé à une camarade de classe, j'ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire pour elle. Ce nombre, elle disait que pour elle, ça n'avait pas de sens, que les nombres sont simplement les nombres. Et pour moi, c'était à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'avais un regard différent, puisque pour moi, ce nombre-là est comme un poème numérique gigantesque, puisqu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de dernier chiffre, donc pas d'avant-dernier chiffre, ainsi de suite. Même sur une feuille de papier de la taille de notre univers, on ne pouvait pas écrire ce nombre. Donc, le nombre pi nous raconte tout. Qu'est-ce que c'est la vie, la poésie de la vie, de l'existence. Quand on est face à l'infini, être humain, c'est pour moi être face à l'infini. Ce mystère, cette poésie, ce drame aussi. Pour moi, le nombre pi, c'était ça. Et quand je récite ce nombre, quand j'ai récité en 2004, devant un public qui avait lu un article qui parlait de ça, donc les gens venaient pour voir, pour écouter, pas matheux, ne connaissaient pas ce nombre particulièrement. Les nombres n'avaient pas de sens, que je sache, en tout cas pour eux. Et ce qui m'a le plus touché dans cette expérience de réciter ce nombre, c'était l'émotion de ceux qui écoutaient, les femmes des ménages, parfois des ouvriers, des adolescents, des gens absolument pas dans les chiffres, mais qui étaient extrêmement touchés par la poésie, par ces rythmes, par ces motifs qui se dégageaient en récitant comme ça, comme un poème, puisque pour moi c'est un poème. Et certains même en avaient les larmes aux yeux. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si j'ai un don, c'est ça, c'est pas simplement pour compter, mais pour raconter. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu devenir écrivain. Il faut comprendre que ma famille vient de pas grand-chose. Mon père était ouvrier, ma mère travaillait dans un bureau. Ni l'un ni l'autre avait ce qu'on a en France on appelle le bac. C'était les gens qui aimaient les livres, qui aimaient lire, qui s'intéressaient beaucoup au monde. Mon père avait un cerveau, beaucoup d'intelligence, puisqu'il faisait des blagues tout le temps, extrêmement rapidement. De faire en sorte que tout le monde soit égaux, de montrer des moyens qui seraient très violents. On a vu dans l'histoire. Donc ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Mais en même temps, il faut quand même que cette inégalité soit transparente, qu'on sait à quoi ça sert, et qu'on se met d'accord. Et l'exemple que je donne, c'est le chemin du fer, les trains, etc. À l'époque du 19e siècle, les ouvriers construisaient ces chemins sans pouvoir un jour aller dedans. C'était une inégalité totale. Pourquoi ils faisaient? Pourtant, parce qu'ils savaient, en tout cas, ils avaient cette foi, cet espoir qu'un jour, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants allaient pouvoir prendre le train. Ce qui est le cas, puisque mon arrière-grand-père travaille justement dans ce domaine et aujourd'hui, je prends le train. Donc, c'est grâce à lui aussi. Donc, et le problème depuis, c'est qu'il y avait la guerre. Et la guerre a cassé un peu cette complicité entre les générations, entre les classes. Et aujourd'hui, pour retrouver cette complicité, c'est extrêmement difficile. Il va falloir un grand débat en société, entre tout le monde, toutes les générations, toutes les classes, pour essayer de trouver une façon de rendre cette inégalité transparente, consensuelle, et la plus petite possible, puisque même si ça existe, on peut la diminuer. On n'est pas obligé d'avoir les banquiers qui gagnent 100 fois plus qu'un
professeur, par exemple, ça peut être 20 fois plus ou 10 fois plus, c'est déjà énorme. Ma mère, j'imagine que je ne suis pas le seul, c'est quelqu'un de très forte et assez chaotique. Donc, enfant, on ne connaissait pas le mot à l'époque, mais autiste, dit au niveau, je voulais la comprendre et je voulais savoir d'avance qu'est-ce qu'elle allait dire, qu'est-ce qu'elle allait faire, tel était l'instant très important pour moi. Et donc, j'ai construit dans ma tête quelque chose comme un modèle prédictif. Pour essayer de la comprendre. Donc à chaque fois, je comparais la mère réelle avec ma mère imaginaire, la mère dans ma tête. Et un jour, elle m'a mené dans un magasin de chaussures, puisqu'elle avait un problème avec les chaussures. Et ma mère avait toujours des problèmes avec les chaussures. Et dans ma tête, ma mère imaginaire, donc elle trouvait le monsieur, puisqu'elle ne supportait pas de marchander avec les femmes. Et elle lui disait des trucs pour faire en sorte que le monsieur soit d'accord pour changer les chaussures. Et tout se passait très très bien, puisque ma mère, elle est très forte. Et on est arrivé, et malheureusement, il y avait déjà le problème, il n'y avait pas d'homme, c'était une femme, c'était une jeune femme. Donc déjà, ça passe très mal. Et puis, elle commence à parler, mais elle est gênée, ma mère. Elle ne sait pas quoi dire, puisqu'elle n'aime pas marchander avec les femmes. Donc les mots tourbillonnent comme ça, n'ont presque pas de sens. La dame, la courte, elle dit « Non, non, madame, c'est pas possible ». Comme si elle donnait des condoléances. « Ce n'est pas possible, je suis désolé, il n'y a rien à faire ». Et ma mère imaginaire, aurait accepté, en tout cas, elle aurait, puisque encaissé l'échec. Mais ma mère réelle n'a pas fait comme ça, elle s'est assise, elle ne voulait pas partir. Même quand on lui a dit qu'on allait appeler la police. Donc elle a fait comme ce qu'on appelle un sit-in, comme ceux des années 60. Et moi j'avais 10 ans et j'avais une peur bleue. Je ne savais pas quoi penser, quoi dire, j'avais honte. Et en fait, la jeune dame, j'ai compris plus tard, elle a fait l'erreur aussi, en tout cas elle a construit elle-même, dans sa tête, à cet instant, une mère, une femme imaginaire. Puisqu'elle, et en fait on fait tout ça à chaque instant, quand on y pense. On construit dans notre tête une idée de qu'est-ce que va faire cette personne, et pour faire cela, il faut imaginer cette personne, imaginer l'univers, et se dire, si je dis ça, ça va faire ça. Et j'en suis sûr. Et en fait, ma mère, elle a montré que la mère imaginait à moi, et la mère imaginait à cette jeune femme, on s'est trompés tous les deux. Elle était plus forte que les deux, mais imaginaires, même ensemble. Deux contre une. Et elle a compris que voilà, il fallait échanger ses chaussures. Donc, elle a fait, la mère a gagné une petite bataille, puisque tous les jours avec 9 enfants, c'était une petite bataille, après une autre. Et donc j'explique dans ce chapitre que pour moi l'important après c'était de ne pas me dire c'est un échec total, mais d'essayer de comprendre pourquoi j'ai échoué à chaque fois, ou presque à chaque fois. Pourquoi ça me tenait tellement à cœur d'essayer, en tout cas, même malgré tous ces échecs. Et j'ai compris que ce qu'on aime le plus, c'est ce qu'on veut prédire quelque part. Que chaque fois qu'on est proche, on sent proche de quelqu'un, on essaie d'imaginer. Et on sait pertinemment, c'est ça la foi, que ça va échouer en quelque sorte. Mais on persiste, on signe, parce que c'est ça l'amour. En tout cas, c'est une preuve. Ce n'est pas une preuve mathématique, c'est une preuve, en tout cas, d'amour. Et je me suis dit, si j'avais autant de temps, d'effort et d'humilité, quelque part, dans cet exercice, c'est en tout cas parce que, finalement, je l'aime. Je m'intéresse beaucoup plus aux nombres ronds.
même temps, je parle de l'infini. Je parle de l'infini comme dans le nombre pi, par exemple. Et je parle aussi dans l'idée de notre univers. Est-ce que notre univers est infini? Est-ce qu'il y a d'autres civilisations dans notre univers? Puisqu'il y a tellement de planètes, il y a tellement de possibilités de vie, est-ce que la possibilité devient probabilité? À quel point et comment et tout ça? Il y a ceux qui prétendent que c'est probable, même certain quasiment, qu'il y a la vie ailleurs. Et moi, je dis finalement que mon avis à moi, c'est que c'est une question finalement qui ne relève pas de la science, mais de la foi. Et que si il y a quelqu'un qui est profondément, intimement convaincu de la vie ailleurs, c'est une foi. Et on ne peut pas raisonner, de toute manière. Si vous n'avez pas cette foi, je pense que c'est tout à fait possible, soit d'imaginer que la vie existe ailleurs, c'est possible, c'est extrêmement possible. Mais on ne peut pas dire que c'est probable. Pourquoi? Parce que le moment qu'il n'y a qu'une chose, un exemple de quelque chose, on ne peut pas constituer une probabilité. C'était l'écrivain Chesterton en Angleterre qui avait dit que l'univers, on parle tout le temps de l'univers comme quelque chose d'extrêmement grand. Ben pourquoi on parle de l'univers comme quelque chose d'extrêmement grand? Puisqu'il n'y a pas d'autre pour faire la comparaison. Et pourquoi ce n'est pas probable aussi qu'il y a la vie ailleurs? Parce que pour aller de 0 jusqu'à 1, il nous faut un nombre infini de fractions. On peut diviser à chaque instant entre 0 et 1 jusqu'à l'infini. Et l'incroyable, c'est qu'on arrive quand même à chaque fois de 0 jusqu'à 1, de rien jusqu'à quelque chose. Mais de la même manière, on peut imaginer très bien que dans l'univers, il faut un nombre infini de planètes pour avoir une seule qui, finalement,